Salut salut, bienvenue pour un nouvel update lecture. Je me suis dit qu'il était temps, il est plus que temps même, de vous parler de mes dernières lectures du mois d'août. Oui, bah ça serait, je sais, j'ai un mois de retard, écoutez, c'est comme ça. Mais je vais quand même vous parler des 4 derniers livres que j'ai lus au mois d'août. Voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa. Donc, même si au moment où sort cette vidéo, on est en plein pumpkin, avec probablement des thrillers, des créatures fantastiques, tout ça, moi je vais vous parler majoritairement de romances. Et vous allez voir qu'on a dans cet update le moment où je suis passée à autre chose que la romance. Un peu contre ma volonté si vous m'avez suivi en vlog, mais quand même à autre chose que de la romance. Bref, je commence avec Famous Love, le tome de Zane de Rachel Van Dicken, qui était clairement au mois d'août le livre de la dernière chance. Parce qu'après tous les abandons que j'ai eu et le dernier update lecture que vous avez eu, je ne savais plus quoi lire, je ne savais pas quoi lire, je ne savais pas quoi commencer. J'avais envie de romance mais je ne savais pas. J'avais pas vraiment de romance qui me plaisait dans ma palle, ou enfin qui me tentait à ce moment-là dans ma palle. Du coup j'ai commandé ce livre-là d'occasion et je l'ai commencé en me disant j'y vais tranquille, vraiment j'y vais tout doucement et si ça passe pas, si j'y arrive pas, j'arrêterai de lire jusqu'au début septembre. Voilà, mais finalement j'ai adoré parce que c'est Rachel Van Dicken. Rachel Van Dicken écrit des romances très chou en fait. Vraiment à lire, c'est hyper fluide, c'est pas mal écrit, c'est pas bien écrit, c'est écrit, vous voyez, j'arrive pas à l'expliquer, ça se lit bien, c'est cool à lire, c'est fun à lire, les personnages sont vraiment légers et c'est pas négatif en soi, j'arrive pas à expliquer. Les personnages sont légers, ça veut pas dire qu'ils sont pas travaillés, ça veut pas dire qu'ils sont mal construits, pas du tout, mais en fait, c'est plaisant d'être avec les personnages de Rachel Van Dicken, c'est vraiment cool. Donc ici, c'est le tome 2, c'est un peu mieux d'avoir lu le tome 1, mais franchement, c'est pas nécessaire, on croise même pas, ou très peu, les personnages du tome 1. Donc vraiment, c'est pas grave du tout si vous n'avez pas lu le tome 1. Et en gros, donc dans Famous Love, on suit des personnages masculins qui sont connus. Dans le tome 1, c'est un acteur, et ici, c'est un chanteur, une star de la chanson hyper connu, donc qui s'appelle Zayn. Voilà, j'ai un peu de mal avec les prénoms. Et en gros, Zayn est un artiste qui fait des concerts, il est hyper connu, il est adulé, vraiment c'est l'artiste du moment, vous voyez. Sauf que il a peur de la foule, il a de l'anxiété sociale, vraiment, il a du mal à sortir de chez lui, se retrouver entouré de gens, c'est pas possible. Et évidemment, dès qu'il sort de chez lui et qu'il est reconnu, bah il est pris d'assaut, tout le monde veut une photo, tout le monde veut lui parler. Et tout ça, il peut pas le gérer en fait, vraiment il y arrive pas, c'est pas possible pour lui. Et au début du livre, du coup il est un petit peu enfermé dans une maison, il doit écrire son prochain album, mais vu qu'il est enfermé dans la maison, il n'a pas vraiment d'inspiration, vu qu'il vit pas grand chose à part sa tournée et son lien avec ses fans un peu de loin, il a plus vraiment d'inspiration, il sait pas quoi écrire, il n'arrive pas à écrire cet album, et comme il veut pas ou peut pas sortir de chez lui, et ben il est coincé. Voilà. Et au début de ce livre-là, il va rencontrer Fallon, qui est une jeune fille normale. Vraiment une jeune fille de la vie normale, comme vous et moi, vraiment, genre qui ne connaît rien au milieu des stars, qui ne s'intéresse, qui n'est même pas une fangirl, vous voyez, elle s'intéresse même pas à lui, elle est pas à fond sur les magazines, non, pas du tout, elle s'en fout, elle vit sa petite vie tranquille. Et donc voilà, ils se rencontrent, d'ailleurs leur rencontre est assez chou, et c'est, je pense que c'est le premier personnage féminin auquel j'arrive réellement à m'identifier, parce qu'il lui arrive des choses qui m'arrivent à moi, pour la simple et bonne raison qu'elle est myope. Genre vraiment, elle ne voit rien sans ses lunettes. Et c'est con à dire, mais il y a plein de trucs qui m'arrivent dans la vie qui n'arrivent à personne d'autre. En tout cas pas aux gens qui voient bien avec leurs yeux normaux, tu vois, parce que j'ai des lunettes. Voilà, et ça lui arrive à Fallon, et leur rencontre est vraiment très drôle. Bon, pendant toute la première partie du roman, ça m'a un peu gonflé parce que on fait le raccourci, elle a des lunettes, donc elle est moche. C'est un petit peu agaçant, mais ça va, franchement ça va. Voilà, et donc du coup ils vont se rencontrer, et elle va, presque sans s'en rendre compte, en fait elle va accepter de l'aider, mais elle se rend pas compte d'à quel point elle l'aide réellement. Et puis bon, bah, c'est une romance. Voilà, et vraiment il y a des sujets quand même assez lourds qui sont abordés dans ce livre-là. Moi c'est des sujets que je cherche pas particulièrement à retrouver en littérature, toutes ces questions d'anxiété sociale, de mal à sortir, vous voyez, c'est pas quelque chose que je recherche à lire. Du coup j'ai pas vraiment de comparaison par rapport à d'autres livres que j'aurais pu lire, ou par rapport à ce que je connais de la vraie vie, on va dire. Mais j'ai trouvé qu'en fait
la manière dont c'est fait, la manière dont c'est écrit, ça m'a pas paru faux. Ça m'a paru plausible, en tout cas. Et encore une fois, je pense que toutes les anxiétés sociales sont différentes, donc voilà. Mais vraiment, j'ai adoré, j'ai beaucoup aimé. C'est quand même un petit pavé, hein. Il fait quand même plus de 400 pages. Voilà, il fait 443 pages précisément. Mais vraiment, j'ai adoré, j'ai trouvé ça frais. C'est exactement ce que je voulais à ce moment-là et c'était trop cool. Pardon, il y a un truc hyper important que je voulais préciser parce que ça n'arrive jamais dans la littérature et là, c'est le cas. C'est trop cool, on connaît tous le cliché du bad boy qui a enchaîné les meufs, machin bidule, et de la fille vierge. Celui-là, ça va, c'est bon, on l'a vu 150 milliards de fois. Là, alors elle n'a pas enchaîné les mecs Fallon, mais elle a déjà de l'expérience côté sexualité, on va dire, alors que lui est vierge. Ça n'arrive jamais en littérature, on n'a jamais ça, et j'ai trouvé ça vraiment bien en fait, c'est vraiment cool. Voilà, c'est tout. Après ça, je voulais encore un peu de romance et du coup j'ai commencé un peu le livre du moment parce qu'il a été réédité en hardback collector, tout ça il n'y a pas longtemps et beaucoup de monde en parlait. Donc j'ai commencé The Love Hypothesis de Ali Hazelwood. J'en ai parlé en vlog, je l'ai abandonné mais j'ai quand même été très loin dans le bouquin puisque j'ai été jusqu'à la page 235 avant de finalement décider d'arrêter le bouquin. Je vais commencer par le résumé. Donc, on va suivre Olive, qui est à l'université étudiante en 3e année de thèse, mais je ne sais pas à quelle université elle est. Stanford, voilà. Donc, elle est en thèse à Stanford, en thèse scientifique, ce qui est très cool. Et au début du livre, en gros, elle a fréquenté un homme qui s'appelle Jérémy quelques jours, quelques semaines, vraiment c'était un truc qui n'a pas duré longtemps et qui n'était pas du tout sérieux et elle s'est rendue compte que sa meilleure amie est tombée est attirée par ce Jérémy, sauf que sa meilleure amie ne veut pas se rapprocher de lui et parce que du coup c'est entre guillemets officiellement l'ex d'Olive, vous voyez. Et Olive elle veut lui faire comprendre que ça la dérange pas du tout qu'ils se fréquentent vraiment, qu'ils peuvent y aller et que ça se voit en fait qu'ils sont attirés l'un par l'autre et que ce serait dommage qu'ils s'en privent juste à cause d'elle, donc en fait elle veut la faire comprendre que pas de soucis, allez-y. Et le moyen qu'elle trouve pour le faire comprendre à sa meilleure amie que pas de soucis, vraiment ça ne dérange pas, c'est de faire croire à sa meilleure amie qu'elle est elle-même en couple avec quelqu'un. Sauf que c'est absolument pas le cas. Et donc le livre démarre, vraiment c'est l'une des premières scènes. Au tout début, elle est dans un couloir de l'université et sa meilleure amie est là et elle se dit bah tiens, si j'embrasse un mec là maintenant devant elle, elle va comprendre. Et du coup c'est ce qu'elle fait. Sauf que ce mec se trouve être pas vraiment apprécié dans l'université, voire même détesté dans l'université, et il se trouve aussi que c'est un professeur, alors qu'elle est une élève, même si elle est adulte, tout ça évidemment. Voilà, et donc ils vont commencer une espèce de fausse relation avec cet homme. Voilà, ça c'est pour le résumé. Alors c'est pas un mauvais livre, c'est vraiment très cool à lire, enfin je veux dire si j'ai été aussi loin avant de l'abandonner, c'est parce que vraiment ça se lit bien et c'est assez cool. Mais c'est pas de la romance. Vraiment, j'ai vu beaucoup de gens dire « Moi j'aime pas la romance d'habitude, moi je lis pas de romance d'habitude, mais cette romance-là, je l'ai adorée. » Et bah c'est tout simplement parce que c'est pas de la romance. Vraiment, c'est de la chick-lit. Et c'est pas négatif en soi que ce soit de la chick-lit. Je sais pas pourquoi la chick-lit est aussi... Enfin, c'est vu très négativement la chick-lit. Mais ça, c'est de la chick-lit. La définition de la romance, c'est que tu vas suivre la construction d'un couple. Tu vas rencontrer deux personnages du même sexe ou pas, qui vont tomber amoureux, et pendant la grande partie de la romance, tu vas les suivre en couple, parce qu'ils sont ensemble. Tu suis leur romance, à eux deux, à ces deux personnages-là. Vous voyez? Alors que la chick-lit, la définition, c'est que tu es dans la tête, en général, d'un personnage féminin, et tu suis la vie de ce personnage féminin, dont la romance fait partie, mais tu suis autre chose. Tu suis son travail, tu suis ses sorties avec ses amis, avec sa famille, et tu suis ses histoires d'amour. Mais en fait, ces histoires d'amour, c'est qu'une partie de ce que tu suis dans le bouquin, parce que tu suis toute la vie du personnage féminin. Alors que dans une romance, tu suis les deux personnages, principalement, pendant leur histoire d'amour. Ce qui est au cœur de la romance, c'est l'histoire d'amour, alors ce qui est au cœur de la chick-lit, c'est la vie du personnage féminin que tu suis dans sa globalité. Et là, c'est le cas en fait. On suit Olive dans sa vie, elle t'explique ses histoires d'amitié avec sa meilleure amie et ce fameux Jérémy. Tu as aussi sa fausse relation avec ce professeur. Tu as tous ces questionnements au niveau de sa thèse, au niveau de tout ce qui est scientifique. Et tu as d'autres choses encore. Elle vient du Canada, elle te parle un petit peu de sa famille, tout ça.
Ça, c'est de la chiclite en fait. C'est pas négatif en soi, mais c'est de la chiclite. Et moi, c'est pas ce que je voulais lire. Moi, je voulais lire de la romance. Dans la chiclite, tu suis l'évolution du personnage féminin dans sa vie. Dans la romance, dans une romance, tu suis l'évolution de deux personnages qui sont en couple. Et tu suis leur couple. Ça, c'est pas une romance en fait. Donc les gens qui disent « Moi, j'aime pas la romance d'habitude, j'en lis jamais, mais celle-ci, je l'ai adorée », bah non. Enfin oui, mais c'est pas une romance en fait. Ça marche pas. Vraiment, je suis désolée, c'est pas une romance, c'est de la chiclite. C'est pas grave. Mais arrêtez de dire que c'est de la romance. C'est pas le cas. Vraiment pas. Donc, bah, du coup, en fait, quand je me suis rendu compte que je suivrais pas leur romance, parce que vraiment, c'est très très long. Hein, alors, la chiclite peut être considérée comme un slow burn très 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 slow. Voilà. Mais vraiment, en fait, tu ne suis jamais leur couple. Et avant d'abandonner le livre, j'ai fait défiler les pages, j'ai lu un peu plus loin pour voir si je m'étais trompée et si avant la fin, on allait les suivre en couple. Mais là, j'ai quand même été quasiment jusqu'à la moitié et bah, ils sont toujours pas en couple en fait. Alors oui, il y a un tome 2, d'après ce que j'ai compris, mais de base, il me semble que ça a été écrit comme un one-shot. Donc voilà. Du coup, c'est pas un mauvais livre du tout, c'est juste pas une romance en fait. Du coup, moi, c'est pas ce que je voulais. Et même si Olive est très sympathique et très cool, au bout d'un moment, il m'a manqué un truc, il m'a manqué la romance en fait. Voilà. Après ça, j'avais plus de romances à lire, j'ai passé une commande d'occasion pour avoir des romances, mais je ne les ai pas reçues. Du coup, j'ai commencé celui-là en attendant, en me disant quand je recevrai mon colis, je commencerai une romance. Et donc, j'ai commencé le tome 10 du Woman Murder Club, le 10e anniversaire de James Patterson et Maxine Paetro. J'avais un peu peur, je vous avoue, parce que le tome 9 a été une immense déception et un abandon absolument tragique, vraiment. Mais en fait, ça va. Alors, ça va dans le sens où j'ai fini le bouquin. Après, c'est pas le meilleur de la saga. Et j'ai l'impression que plus on avance dans les tomes, bah, en fait, c'est de moins en moins bien, selon moi. C'est marqué thriller derrière, c'est absolument pas un thriller, comme je l'ai dit en vlog, c'est un policier. C'est pas grave, encore une fois, mais c'est un policier, pas un thriller. Et vraiment, le personnage de Lindsay m'a déçue dans ce livre, en fait. En gros, dans cette saga, on suit Lindsay, qui est un agent de police, et donc qui a des enquêtes, voilà, il y a des meurtres, il y a des disparitions, et on la suit dans ses enquêtes. On suit Claire, qui est la légiste, et donc quand il y a besoin, quand il y a un meurtre, quand il y a un cadavre, Lindsay fait appel à Claire pour faire l'autopsie. Elles sont aussi meilleures amies depuis des années. Il y a aussi Cindy, qui est journaliste, et donc qui traite dans son journal des faits divers et donc des meurtres, des disparitions et de tout ce genre de choses, et donc qui est en lien avec Lindsay pour avoir parfois certaines infos. Et il y a une quatrième personnage, je sais plus comment elle s'appelle, je suis désolée, qui est avocate. Voilà, et donc on a l'étape d'après avec elle, c'est-à-dire le procès, quand elle plaide vraiment pour faire condamner l'accusé. Voilà, on a ça. Du coup, on a toujours, elles sont toutes les quatre en général sur des affaires différentes. Ça arrive que Claire et Lindsay soient sur la même affaire du coup, mais parfois elles sont quand même sur des affaires différentes. Et j'aime bien qu'on suive un peu leur quotidien à chacune et qu'elles ne soient pas forcément toutes ensemble sur la même affaire. Je trouve ça cool. Et là, donc, dans l'affaire principale, dans chaque tome, en fait, l'affaire qui a le plus de suspense parce que c'est pas solutionné, c'est littéralement en cours, c'est celle de Lindsay, évidemment. Il y a un corps qui vient d'être trouvé, où il y a une disparition, où il y a un accident, où il y a un truc, tu vois, et elle enquête dessus, et du coup on veut savoir ce qui s'est passé. Donc c'est l'affaire principale. Celle qui est sur l'avocate, bah on sait déjà ce qui s'est passé. Vous voyez, il y a déjà eu toute l'enquête, et du coup là c'est le procès, on suit le procès, mais on sait déjà ce qui s'est passé. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et là en gros, l'affaire de ce tome 10, c'est que au début du livre, il y a une jeune adolescente de 15-16 ans retrouvée errante dans les rues de la ville avec du sang sur elle. On découvre pas très longtemps après qu'elle vient d'accoucher et donc du coup on essaie de comprendre ce qui s'est passé, pourquoi elle est dans les rues de la ville à marcher toute seule, où est son bébé, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'il est en vie, voilà, on va essayer de comprendre tout ça. Il y a d'autres enquêtes mais je ne vais pas tout vous détailler ici. Et en fait ce qui m'a dérangée, c'est que Lindsay est extrêmement dure avec cette jeune fille. Vraiment, elle n'a aucune compassion pour cette jeune fille. En fait, elle la traite comme une enfant et elle attend d'elle qu'elle se comporte comme une adulte.
Du coup, ça commence en fait, ça marche pas. Vraiment, elle, à chaque fois qu'elle l'interroge, à chaque fois qu'elle lui parle, elle la traite comme une gamine de 12 ans. Alors, elle en a 15, mais vraiment, elle la traite comme une gamine. Et elle attend d'elle qu'elle se comporte comme une mère parce qu'elle vient d'accoucher. Elle attend d'elle qu'elle prenne ses responsabilités comme une femme d'une trentaine d'années parce qu'elle vient d'avoir un enfant. Enfin, vraiment, ça, je l'ai trouvé très très dur avec cette jeune fille. C'est vraiment violent, je trouve. Et au bout d'un moment, j'ai fini par me demander, est-ce que si Lindsay était un homme, je lui en voudrais autant de ne pas avoir de compassion pour cette jeune fille? Vous voyez, je me suis moi-même remise en question et la réponse est non. Évidemment que non. Évidemment que si un homme à la place de Lindsay avait aussi peu de compassion pour une jeune fille, je lui en voudrais un peu moins que à Lindsay. Parce qu'en fait, j'estime qu'en tant que femme, tu dois avoir un peu plus de compassion pour une jeune ado de 15 ans qui vient d'accoucher. Parce qu'en tant que femme, tu peux avoir, même si tu n'as jamais accouché, même si tu n'as jamais vécu de grossesse, tu peux avoir ne serait-ce qu'une idée de ce qui se passe dans ton corps et par rapport aux hormones, rien que ça, pendant une grossesse et après un accouchement. Tu peux au moins l'imaginer. Tu vois, je veux dire, moi j'ai jamais été enceinte, j'ai jamais accouché, mais avec ce que je vis quasiment chaque mois, la semaine avant mes règles, je peux projeter et imaginer que c'est pire pendant une grossesse et après un accouchement. Vous voyez, et donc je peux compatir, je peux me mettre à la place de cette jeune fille. En plus là, Lindsay a une trentaine d'années, donc elle sait ce que c'est d'avoir 15 ans. Enfin, je veux dire, c'est traumatisant d'avoir un enfant à 15 ans, d'accoucher à 15 ans. Et non, tu peux pas, à la minute où tu accouches, avoir plein de responsabilités et être parfaite. Et non, 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 en fait. Donc oui, je trouve que Lindsay réagit extrêmement mal face à cette jeune fille. Vraiment, ça m'a dérangée. En fait, c'est même pas qu'elle a pas de compassion, c'est qu'elle est d'une violence. Elle est obtuse, vraiment. C'est terrifiant à lire. J'ai quand même été au bout du livre et je trouvais ça cool. Mais vraiment, Lindsay m'a énormément déçue dans ce tome-là. Je lirai la suite. J'ai pas encore acheté le tome 11, mais je vais l'acheter. Et peut-être que je le lirai pendant Pumpkin. Je sais pas encore, j'ai pas décidé. Mais ouais, voilà. C'est pas un mauvais livre. Je l'ai dit en vlog, il me semble. C'est pas un mauvais livre, mais c'est pas le meilleur de James Patterson et c'est pas le meilleur de la saga. Voilà. Après tout ça, je désespérais toujours de recevoir mon colis avec mes romances, colis que je n'ai pas reçu. Et donc, je me suis décidée à commencer un autre livre, parce que je voulais lire, mais je pouvais pas lire le livre que je voulais, parce que je les avais pas reçus. Voilà, mais c'était un peu compliqué. Et du coup, j'ai commencé ça. Donc ça, c'est Le Monde de la Chasseuse de la Nuit, le tome 1, La première goutte de sang, de Janine Frost. Je me suis dit que ce qui se rapprochait le plus d'une romance telle que j'avais envie de la lire, c'était la Beat Lit. Parce que dans la Beat Lit, on suit un couple, une romance. C'est juste qu'il y a des vampires et en l'occurrence ici des ghouls et des démons. Mais globalement, ce tome-là est exactement ce que je voulais parce que ce tome-là est construit comme un Alexandra Ivy. Je l'ai dit en vlog aussi. Dans les sagas de Alexandra Ivy, on a un couple par tome. En général, on a un personnage humain et un personnage qui vient du monde surnaturel, qui vont se rencontrer, qui vont tomber amoureux, et c'est ça qu'on suit, en plus d'autres problématiques dues au monde surnaturel créé par l'autrice, donc Alexandra Ivy, ou ici Janine Frost. Et ici, c'est le cas. Ici, on rencontre Denise, qui est la meilleure amie de Kat. Donc Kat, c'est le personnage principal de La Chasseuse de la Nuit. C'est pas vraiment nécessaire d'avoir lu La Chasseuse de la Nuit pour lire ce tome-là et pour comprendre ce tome-là. Mais si vous voulez lire La Chasseuse de la Nuit, effectivement c'est mieux de commencer par cette saga-là avant de lire ce tome-là. C'est mieux. Mais c'est pas vraiment nécessaire si vous voulez pas lire la Chasseuse de la Nuit. Donc ici on va ensuite Denise, qui est la meilleure amie de Kat et qui a vécu des événements traumatisants qu'on a lus dans La Chasseuse de la Nuit si on l'a lu, mais qui sont quand même bien rappelés si c'est pas le cas. Moi j'ai lu la Chasseuse de la Nuit, mais ça fait des années que j'ai terminé la saga et j'avoue que je me rappelais pas de tout. Il y a quand même pas mal de rappels et pas mal de détails sur ce qui s'est passé dans les tomes 3 et 4, je pense, de la Chasseuse de la Nuit. Donc c'est pas mal. Bref, donc elle a vécu des trucs traumatisants et elle a décidé de s'éloigner de sa meilleure amie et de tout cet univers avec ses vampires, ses ghouls et tout. Vraiment ça la terrorise parce qu'elle est humaine, donc elle s'est éloignée de tout ça. Sauf que, au début du livre, elle se rend compte qu'il y a quelqu'un qui tue les membres de sa famille. Et ce quelqu'un, c'est un démon qui vient la voir et qui lui explique pourquoi il fait ça et qui lui demande de faire quelque chose pour lui si elle veut qu'il arrête de tuer tous les membres de sa famille. Voilà.
Du coup, un peu contrainte et forcée, elle va faire appel à un vampire pour l'aider parce qu'elle se rend compte qu'elle ne peut pas combattre un démon et faire ce que le démon lui demande toute seule. Donc, elle demande de l'aide à un vampire et voilà, on va les suivre tous les deux dans cette espèce d'aventure. Vraiment, j'ai adoré ce tome-là, c'était trop cool. J'ai préféré ce tome-là à toute la saga de la chasseuse de la nuit. J'aime beaucoup Kat et Bones, qui est le personnage masculin de la chasseuse de la nuit. Mais ici, vraiment, j'ai adoré. C'est une narration et une construction que j'adore. C'était peut-être un petit peu trop long, mais franchement, j'ai lu quand même hyper vite et j'ai adoré. Bon, je l'ai lu aussi vite parce que je voulais absolument tourner cette série de lecture et qu'il fallait que je termine le bouquin pour pouvoir tourner cette vidéo. Mais quand même, je l'ai lu vite et j'ai bien aimé. J'ai tellement hâte de lire le tome 2. Il faut absolument que je l'achète parce que le tome 2 donc, va être sur un autre couple avec un autre vampire. C'est un vampire qu'on a rencontré dans Chasseuse de la nuit. En tout cas, si on a lu la saga. Et j'ai tellement hâte d'avoir un tome avec lui. Vraiment. C'est un vampire de plus de 4000 ans. Pour vous donner un ordre d'idée qui va être le personnage principal du tome 2, j'ai trop hâte. Faut absolument que je trouve la suite et que je le commande, et que je le lise. C'est que un diptyque cette saga là. Donc comme ça j'aurais fini la saga en plus, mais vraiment, j'ai beaucoup aimé, j'ai adoré et je pense que je vais encore plus aimer le tome suivant. Vraiment. Je parle depuis bien trop longtemps, je sais pas ce que cette update aura donné après montage, j'espère qu'il est pas trop long et qu'il vous a plu. En attendant, moi je m'arrête là, comme d'habitude je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à bientôt.